Alexandre Jardin, que vous connaissez, est avec nous dans ce studio. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous allez bien? Malade. Vous êtes malade? Oui. Qu'est-ce que vous avez? C'est dommage, on avait un médecin il y a 2 minutes. Il aurait pu vous soigner. Vous nous auriez dit, nous, on était de bonne composition. On vous aurait donné quelque chose, un petit remontant. Hein, bon, aimez-vous lire? Vous êtes venu pour cela. Aimez-vous lire? Combien de livres lisez-vous chaque année? Quel est le dernier? Quel est celui qui est sur votre table de nuit, etc. Mais avant cela, je voulais quand même vous faire réagir parce que vous avez pris le combat contre les zones à faible émission. On vous a reçu plusieurs fois. Vous avez écrit un livre qui se vend merveilleusement bien d'ailleurs, qui s'appelle Les Gueux. Et puis vous avez rencontré Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition écologique. Je sais que vous l'avez rencontrée il y a quelques jours. Jeudi dernier. Mais il se trouve que ce matin, elle était interrogée, je crois, sur BFM. Et donc, elle était interrogée sur ce sujet des zones à faible émission. Et il y a un côté un peu Marie-Antoinette dans sa réponse. S'ils n'ont pas de brioche, qu'ils mangent du pain. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Oui, c'est bien cela. C'est plus dans ce sens-là. Oui. Donc, écoutez, madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, interrogée sur BFM. Il n'y a aujourd'hui que l'agglomération de Lyon et que l'agglomération de Paris qui font l'objet de restrictions de circulation de par la loi pour les voitures critère 3, c'est-à-dire que ça concerne 650 000 véhicules. Ça ne concerne pas les millions qui ont été envoyés comme ça à la face des Français. Quand vous traversez parce que vous allez voir votre fille ou vous allez faire du tourisme, vous avez le droit de circuler avec votre voiture quand bien même elle serait critère 3. Ce sont pour les gens qui font des déplacements réguliers aux horaires où se concentre la pollution, mais notamment les logements sociaux, les habitants des logements sociaux. Ce sont aussi les moins riches. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Hein. Ce sont ceux qui sont le moins équipés ceux qui ont une voiture, en voiture. Une voiture. Et pour ceux qui sont équipés en voiture, vous avez raison de le souligner, il faut les accompagner. Donc cette phrase est folle, les moins riches, donc, pardonnez-moi, je souris, mais les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Tout le rendez-vous de jeudi dernier était de cette eau-là. C'est-à-dire qu'elle oublie qu'il y a un tiers de la nation qui vit dans la ruralité et que dans mon village, dans l'Aude, où le niveau de vie est très bas, si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez plus de vie. Vous pouvez plus accéder à l'hôpital, à la pharmacie, vous pouvez plus faire vos courses, vous pouvez plus vivre. Et cette phrase, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que en fait, on s'aperçoit quand on est dans le bureau de quelqu'un comme elle, qu'on est en face de quelqu'un qui n'a aucune idée, qui met en place des ZFE, contrairement à ce qu'elle raconte. C'est vrai que pour l'instant, ils sont en train d'installer les appareils photo dans tout le pays, c'est qu'ils n'ont pas encore, que ça crépite pas. Ça, c'est vrai. Mais il y a que 650 000 personnes qui sont concernées? Non, dans les zones où c'est déjà... mais dans la réalité, c'est 12 millions de véhicules qui ont été interdits. Vous pouvez taper partout. Dans la réalité, c'est 12 millions qui attendent. Alors là, ils sont en train d'essayer de vous vendre un truc pour essayer de faire passer tout doucement pour pouvoir ensuite vous coincer. Mais dans la réalité, c'est 12 millions de véhicules. Derrière, comme les hommes et les femmes ont tendance à tomber amoureux et à faire des petits, ben, ça fait plus de 20 millions de citoyens. Alors, par exemple, dans l'agglomération de Grenoble, ils ont déjà voté l'interdiction des classes 2 en 2028. Les classes 2, c'est 75% des bagnoles là-bas. C'est-à-dire que c'est la mise à mort de leur territoire. Donc, on est devant des logiques décroissantes complètement maboules, complètement hors sol. Et quand je vous dis hors sol, à un moment dans mon rendez-vous avec elle, je lui dis, est-ce que vous êtes consciente, juste, est-ce que vous avez évalué la perte financière, puisque aujourd'hui, essayer sur le marché de l'occasion de vendre une classe 3 ou une classe 4, c'est ou bien il n'y a plus du tout de demande, ou bien c'est une décote de 90%. Plus personne ne veut ces voitures-là. Je lui ai dit, est-ce que vous avez évalué la perte? Moi, je vais vous le dire, c'est ces 12 millions de gens sont en train de perdre entre 2 et 5 SMIC. Or, vous êtes en train de faire de la destruction de valeur pour les classes populaires. Est-ce que vous l'avez évalué? Et elle vous dit quoi? C'est dément. Elle est devant moi dans le bureau, elle décroche son téléphone et elle appelle un grossiste. Elle me dit c'est un grossiste de voitures d'occasion et elle se renseigne. Et elle dit je voudrais pour des Clio, de trucs, machin. Elle raccroche et j'ai devant moi la preuve qu'elle n'en sait rien. Mais oui. C'est-à-dire que tout à coup, elle lance une politique de destruction de milliards d'euros
pour les classes populaires qui nous écoutent, elle le sait pas. Donc la phrase qu'on a entendue sur BFM, c'est de la même. C'est-à-dire, ces gens sont complètement déconnectés. Mais oui, c'est des petits hommes. Et elle est en train maintenant, devant le Parlement, parce que ça passe à partir de ce soir, le projet de loi d'abrogation, où on retire cette épine du pied des Français. Ils manquaient pas d'emmerde. Qu'est-ce qui leur prend? Je veux dire, le boulot d'un gouvernement, c'est de régler les problèmes. C'est pas d'en rajouter aux gens. Et certainement pas de faire les poches des pauvres. C'est tellement hallucinant qu'on se demande si c'est possible. Mais alors, le coup de fil, ça valait son pesant d'or. Vous êtes venu pour parler de la lecture et comme on a une petite dizaine de minutes pour parler de la lecture ensemble, aimez-vous lire? Combien de livres lisez-vous chaque année? Moins d'un Français sur deux lit tous les jours ou presque. Je trouve que c'est déjà beaucoup, moins d'un Français sur deux. Alors, ça savait pas ce qu'on appelle lire. Les femmes lisent 1h40 de plus par semaine que les hommes. Ça, c'est vrai que les lecteurs, c'est des lectrices depuis toujours. Hein. Ça a toujours existé. Bon, à cause des écrans en moyenne et ça. Bon. Moi, j'ai l'impression que les lecteurs, même quand j'avais 10 ans, 15 ans, il y a moins de gens qui lisent que de gens qui ne lisent pas. Je connais pas mal de gens, même dans nos personnalités, dans nos métiers, vais-je dire, qui n'ont pas été au bout d'un livre. C'est même saisissant. Et vous allez parfois chez des gens, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien au mur. Et c'est parfois des gens, effectivement, qui ont des activités importantes dans la vie. C'est un monde, la lecture. Il y a beaucoup de gens qui lisent pas, c'est comme ça. Alors, non, j'accepte pas. Donc, mais je le constate. Moi, je mène ma politique du livre depuis des années. On a monté quelque chose qui s'appelle Lire et faire lire. Vous allez sur le site et vous vous engagez, si vous êtes retraité, ou pour votre maman, votre papa, on demande aux anciens, dans notre pays, de venir dans l'école de leur quartier transmettre le plaisir de la lecture. On est presque 20 000 à le faire. On fait lire 650 000 enfants chaque année. Depuis 20 ans, on a fait lire plus de 10 millions d'enfants toutes les semaines. Donc, ou on considère que c'est foutu, ou on se bat. Lire et faire lire, c'est vraiment un programme citoyen qui prend le problème à la racine. Et la transmission du plaisir de la lecture, c'est un truc d'être humain à être humain. On a eu, moi j'ai eu un grand-père qui m'a initié vraiment à la lecture. Là, les bénévoles de Lire et faire lire font le boulot. Et vous allez sur lireetfairelire.org et vous vous inscrivez. On ne peut pas accepter que le nombre de mots dans la tête de nos jeunes baisse. Parce que sinon, plus de mots, ils vont taper. Un être humain qui n'a pas de mots au moment de l'adolescence a des tensions. Faut lire à quel âge pour moi, j'ai l'impression que les premiers livres que j'ai lus, c'était la Bibliothèque Rose. Vers 10 ans. Et c'était, alors je me souviens, c'était Jeannot Lapin. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. C'était pas mal. Jeannot Lapin, oui. Alors des oui, évidemment. Oui, j'avais des oui. Après, il y avait la Bibliothèque Verte. Puis il y avait, alors il y a des traditions familiales parce qu'il y avait aussi les livres. Forcément, en l'occurrence, c'était ma mère qui me faisait lire des livres. La Comtesse de Ségur, tout ça, c'était bon. Les Médecins de Sophie. Exactement, mais parce que c'était de sa génération. Moi, je me souviens de Dilois le cheminot que j'avais lu. Alors, je pense que j'avais 7 ans, 8 ans, le général Durakin, des choses comme ça. Bon, ça reste forcément, mais à quel âge? C'est 5 ans, 6 ans, il faut commencer. Pour avoir le plaisir. Parce que, alors, en fait, pourquoi on lit, Alexandre? Pour le plaisir. Je pense que ce qui est très important, c'est de lire à son enfant au plus jeune âge, dès 6 mois, bien 1 an, même si on n'a pas l'impression qu'il écoute, il écoutera, là, il y a l'intonation, on fait travailler son imaginaire et c'est comme ça qu'on lui donne le goût de la lecture. Oui. Et au début, quand on a lancé Lire et faire lire, il y a, en l'an 2000, il y a 25 ans, on l'a lancé bêtement, à partir du CP. Et ce sont les enseignants, les écoles qui nous ont demandé d'implanter Lire et faire lire dans les classes maternelles et dans les crèches. Donc aujourd'hui, notre grande zone de conquête, ce sont les crèches et les maternelles, pour installer les enfants dans une culture du plaisir partagé autour d'un livre, puisque beaucoup de parents rentrent trop tard et sont fatigués. Donc on demande aux anciens de faire le travail. Et si vous ne savez pas quoi faire lire à votre ado, j'ai publié un livre qui s'appelle « Faire lire pour les nuls », qui est une compilation de toutes les stratégies, de tous les conseils, de toutes les expériences étrangères, comment font les parents du monde entier pour initier leurs enfants à la lecture. Pour moi, c'est la base de la République. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de société, s'il n'y a pas de langage. Donc, si nos enfants ne sont pas remplis de mots,
C'est pour ça que j'ai voué, depuis 25 ans, une énergie énorme pour arriver à monter ça. Je ne comprends même pas comment ce n'est pas le combat prioritaire d'une société civilisée. C'est comment... alors, il y a tous les titres que vous avez évoqués, mais... De l'enfance. Mais tous nos bénévoles sont formés dans les bibliothèques, à l'initiation, à la littérature jeunesse d'aujourd'hui, ou d'hier. Et ce qui est génial, c'est qu'ils viennent très souvent avec leurs bouquins qui les ont passionnés. Qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez des romans, vous lisez des essais, vous lisez du théâtre? Je m'empiffre. J'ai plus de la fiction ou plus... je lis réellement tout. Tout. Mais pour moi, l'intérêt de la lecture, c'est de se goinfrer. Je peux aimer une bande dessinée, je peux aimer... à la folie, relire tout ce que Goscinny a pu écrire, qui est un des plus grands inventeurs d'expression française. Je peux lire... je vous recommande un livre qui est pour moi un des maîtres livres de ma vie, qu'il faut vraiment lire, qui s'appelle Les Découvreurs, de Boorstein. C'est chez Bouquin. Écoutez, on va le noter, hein, Les Découvreurs. Les Découvreurs de Boorstein, Boorstein. C'est l'histoire de tous les gens qui ont élargi notre champ de la conscience, qui ont modifié notre manière de penser. C'est un bouquin absolument génial. Ça a été écrit avant sa mort par le bibliothécaire de la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, qui était la quintessence du rat de bibliothèque, et qui a écrit ce livre Somme, le livre d'une vie, tous ceux qui apprennent à penser autrement. Eh bien écoutez, merci, c'est toujours un bonheur, Alexandre Jardin, de vous recevoir.